Et moi qui pensais qu'on pouvait difficilement faire une adaptation plus libre que la véritable histoire du petit chaperon rouge, cet épisode se centre donc sur le petit chaperon rouge, qui n'est pas vraiment petit, elle s'appelle Rouge tout simplement, qui donc vit avec sa mère grand dans une maison, et on est dans une pleine période où un loup féroce attaque le bétail. Les gens veulent les gens veulent le traquer, le loup, là, durant la nuit. Non, ils pensent pas le traquer durant le jour, ils sont un peu stupides. Oui, mais bah, je dis ça parce que bon, hein, c'est ce que Rouge va penser à faire plus tard. Euh, Pendant ce temps-là, donc Rouge voit en secret un type et ça plaît pas trop à sa mère grand. C'est là aussi qu'elle finit par tomber sur Blanche-Neige qui se cache chez elle et elle décide de l'abriter, de lui donner un toit. Donc il y a une petite connexion qui se crée entre elles. Hein. C'est vraiment Blanche-Neige, vraiment juste après que le chasseur l'ait laissé partir. Donc elle est pas aussi confiante, pas aussi débrouillarde qu'elle ne le sera plus tard. C'est intéressant de la voir dans cette phase-là et de voir comment elle évolue un petit peu à ce moment-là. Donc oui, Rouge en a un petit peu assez que sa mère grand la materne trop. Et elle se dit comme ça, tiens, si on allait abattre le loup nous-mêmes pour bien prouver qu'on est forte et indépendante. Ouais, c'est quoi, j'ai réagi un peu comme Blanche. Qu'est-ce que tu... Quoi? Bon, mais apparemment, elle a quand même fini par convaincre Blanche de la suivre. Elle a quand même l'idée, un tout petit peu intelligence, de venir le traquer de jour, parce qu'apparemment il a l'air d'attaquer de nuit, donc de jour il est peut-être en train de dormir, ce sera plus facile à voir. Voilà, elle sait se servir de sa tête, elle. Et, et malheureusement, elle finit en traquant ses traces, par voir déjà que ces traces finissent par redevenir celles d'une personne normale, et que ces traces reviennent sur sa maison. Et donc la première idée qui vient en tête de Rouge, c'est que son amoureux, qui lui rend visite un peu clandestinement, eh ben c'est lui. Voilà, donc déjà à ce moment-là, si vous n'avez pas vu le rebondissement de fin venir, c'est que vous faites vraiment pas gaffe parce que c'était un peu évident. Mais oui, donc elle va prévenir son chéri que c'est lui le loup, et il se rendait pas compte de ce qui se passait, etc. Oui, une histoire de loup-garou, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et donc il décide de s'enchaîner pendant que Rouge le surveille, et oh, surprise! Le loup, c'était en fait Rouge! Et oui, en fait, Mère Grand lui a caché lui a caché toute cette histoire. Mais sa famille, c'est une famille de loups-garous. Mère Grand n'a plus que quelques instincts du loup-garou qui lui reste, mais elle peut plus se transformer en loup. Elle, par contre, elle est en pleine force de l'âge, donc voilà, elle se transforme en loup et elle déchiquette complètement son amoureux. Hein. Et on apprend aussi que le chaperon rouge que sa mère grand l'a forcé à porter, ça l'empêchait de se transformer en loup. Donc oui, si Mère Grand lui a pas dit qu'elle était un loup-garou, c'était pour l'épargner, mais mine de rien, quand même, elle s'est rendue compte que il n'y a pas eu que du bétail qui est mort, à un moment donné, il y a eu des gens qui sont morts près de chez elle. Donc la première chose qu'elle devrait avoir en tête, c'est vraiment de forcer son enfant, enfin sa petite fille, à porter son chaperon pour pas se transformer. Je veux dire, il y a un truc où elle devrait être vraiment activement derrière ses basques à ce moment-là. Le fait qu'elle ne lui ait pas dit et que apparemment, je sais pas, c'est l'année précise où, ouais, où elle tombe à fond dans le loup-garou, à ce moment-là, je ne sais pas, mais j'en sais rien, le fait de rien lui dire, je trouve que c'était très irresponsable. Et elle a beau le dire, hein, ouais, c'était irresponsable de ma part, j'aurais dû te le dire depuis longtemps. J'ai envie de dire, ouais, c'est pas parce que c'est pas parce que tu t'avoues cette culpabilité-là que ça en devient pas un peu discutable, quand même. Et maintenant qu'elle et Blanche-Neige ont réussi à forcer Rouge à porter son chaperon et à redevenir humaine, elle doit fuir.
Pourquoi? Ok, je reconnais que elle est dévastée en apprenant ça et en comprenant ce qu'elle vient de faire à son amoureux. Et c'est parfaitement... c'était assez poignant en ce moment-là par rapport à ce qu'elle affichait Rouge. Mais juste, pourquoi elle doit fuir exactement? Est-ce que les gens vont vraiment croire que c'est elle? Mais si elle est sous sa forme humaine, pourquoi ils voudraient s'en prendre à elle? Je saisis pas. Je saisis pas trop. Pourquoi elle doit fuir à ce moment-là? Mais bon, elle fuit avec Blanche-Neige et c'est là que l'histoire s'arrête. Bon, le rebondissement était un peu trop prévisible, sans vouloir être vexant. Ça n'a pas trop aidé l'histoire. Il y a quand même pas mal de points qui sont intéressants dans ce flashback. Comme je l'ai dit, la relation qui commence à se créer entre Blanche-Neige et Rouge était pas mal. Sa réaction quand elle apprend que c'est elle qui a fait tout ça, c'est assez touchant. Le secret que cachait sa grand-mère et le poids que ça pesait sur elle, ça aussi c'était un peu touchant quand on se la revoit faire tout ce qu'elle fait. On comprend un petit peu son état d'esprit. Je sais pas, c'était pas trop mal, c'est juste un peu trop prévisible comme flashback. Et le final est un petit peu bizarroïde. Je sais pas pourquoi elle doit fuir, je comprends pas. Dans notre réalité, Ruby, donc rouge, a une petite dispute avec sa grand-mère qui tient le bed and breakfast de la ville et elle finit par démissionner. Et c'est là qu'elle tombe sur Blanche-Neige et sur Marie-Margaret. Vraiment que là j'apprenne son nom entier, j'ai du mal encore. Marie-Margaret et sur Emma qui décide de la loger le temps qu'elle retombe sur ses pieds, qu'elle décide quoi faire ensuite. Et c'est là que, en se rendant au bureau du shérif, elle arrive à se montrer utile en répondant aux appels, en faisant quelques petits trucs pour Emma. Et c'est là qu'elle décide, avec le petit budget en plus qu'elle a, de l'embaucher si elle veut. Et c'était très intéressant ce passage-là. Il y a un moment donné donc où ils font des recherches autour de David. Je reviendrai là-dessus et autour de l'endroit où il aurait peut-être pu cacher quelque chose. Et étant donné que elle a toujours instinctivement ses instincts de loup-garou, elle arrive à trouver, à attendre assez facilement David et à trouver facilement un objet qui a été caché. Voilà, donc c'était très intéressant ce passage-là finit par lui donner plus confiance en elle et elle décide de repartir travailler pour sa grand-mère. Voilà, dans un passage que j'ai trouvé un petit peu, un peu discutable, où elle dit «Oh, je n'aime pas le fait qu'un travail bien réussi, c'est de faire souffrir les autres». Je veux dire, t'es sûr que c'est ça? C'est très... Tu sais qu'un shérif, ça ne fait pas qu'arrêter les gens ou trouver des preuves contre les autres. Ça sert à aider les gens aussi, quoi. Je sais pas, c'était une description un petit peu insultante du boulot quand même, j'ai trouvé. Voilà, enfin tout ça pour dire que oui, ça lui a donné confiance en elle et à partir de maintenant, elle a envie de plus de responsabilités. Ça lui faisait peur, maintenant ça lui fait plus peur et ils finissent par se réconcilier dans une scène qui est plutôt jolie avec sa grand-mère et au final, ça n'a pas bougé pour elle, quoi. En gros, faut dire ce qui est, ça n'a pas trop bougé pour elle dans cette histoire. Et c'est un peu dommage parce que bah, j'aurais été vachement pour qu'il y ait un petit changement du statu quo et qu'elle travaille de façon régulière pour Emma. À nouveau, pour qu'elle ait enfin un allié régulier qu'on voit dans chaque épisode. Là, bah non, ça va redevenir la serveuse gentillette qui est copine de temps en temps, mais c'est tout. C'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être un développement intéressant pour le personnage, un changement de situation sympathique. Pendant tout ça, donc, on continue l'enquête sur la disparition de Catherine. David est relâché parce que, bon, Catherine est seulement portée disparue, donc il n'y a pas de crime qui a été rapporté ou quoi que ce soit. Et il décide, en même temps que Marie-Margaret, séparément, de la rechercher un petit peu d'eux-mêmes pour voir. Marie-Margaret tombe sur lui dans les bois et il a un comportement bizarre, en répétant toujours la même chose, sans faire gaffe à ce qu'elle dit exactement. C'est là que donc elle reporte ça à Emma en lui disant qu'il s'est comporté bizarrement. Elle le retrouve avec l'aide de Ruby
ils finissent par se rendre compte, grâce à une analyse du Dr Whale, qu'apparemment ces absences sont logiques, ça correspond à peu près à la même chose qu'il a vécu quand il s'est réveillé dans l'épisode 3. Ok, alors petit truc pour ça. Ça aurait été... Si vous voulez faire une intrigue autour de ça, faire une petite fausse piste ou un mystère autour des absences que David pouvait avoir, ça aurait été pas mal de donner plus de matériel autour de ça dans certains épisodes avant ça, quoi. On n'a absolument rien eu par rapport à une quelconque absence entre l'épisode 3 et cet épisode-là. Ça fait quand même beaucoup. Ça sent un petit peu l'élément scénaristique qu'on a voulu rajouter comme ça, histoire de pimenter le mystère. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça aurait pu être mieux amené. Donc ouais, sachant que mine de rien, ok, donc c'est à part, étant donné que David n'a pas souvenir du tout avoir fait cet appel, et donc au début on pourrait croire, même si je suis sûr que c'est le cas, que c'est un coup monté, mais étant donné que maintenant on établit que David peut avoir des absences, il finit par se dire « Ah oui, si ça se trouve, j'ai vraiment appelé ma femme Catherine et je lui ai vraiment fait quelque chose sans le savoir !» Et je me dis « Ok, t'as quand même... ça date de quoi? Hier ou avant-hier ce qui s'est passé ?» Oui, avant-hier quoi, c'est ça, ça date d'avant-hier ce qui s'est passé avec la disparition de Catherine, votre rupture, etc., etc. Tu devrais te souvenir parfaitement des trucs que tu as vécu dans cette journée, sachant que ce n'était pas une journée comme les autres. Donc si tu as un souvenir clair de tout ce que tu as vécu durant cette journée, normalement tu ne devrais pas avoir ce doute-là. C'est juste pour dire. Ou alors il a vraiment eu une phase d'absence que je sais pas quand. Je vois vraiment pas quand il aurait pu l'avoir. Et peut-être que ça jouera quelque chose, mais j'en sais rien, quoi. Ils auraient peut-être pu être plus clairs à ce moment-là, mais ils font comme s'il n'est pas sûr s'il a eu ou non une phase d'absence. Je veux dire, s'il a pas eu de phase d'absence, il devrait en être sûr. Et c'est pas gravissime, c'est juste que voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux amené, tout simplement. Et sinon, mine de rien, oui, on finit par retrouver quelque chose au Pont Toll, donc le premier endroit où il a erré, et c'est en fait le cœur d'une personne dans une boîte, et on dit ouh, c'est macabre et tout ça. Il croit que c'est lui au début, mais au final, on a trouvé les empreintes de Marie-Margaret sur le coffre. Mystère, comment cela va-t-il se passer ensuite? Mystère bien amené, honnêtement, on sent le côté Lost là-dedans, bien fichu, que j'aime voir dans Lost. Et ouais, j'attends de voir comment ça va se goupiller, comment ça va se jouer. Est-ce que tout ça a été un coup monté de Regina encore? Est-ce qu'elle a pris ses empreintes d'une quelconque façon pour les mettre là-dessus? Ou est-ce qu'il y a autre chose en joue? Je suis impatient de voir ça. Enfin bon, au final, même si j'ai quelques petits trucs à dire, si elle a pas mal de développement qui sont un peu frustrants parce qu'ils auraient pu partir sur quelque chose de mieux pour moi, et certains trucs un peu forcés si et là, je trouve que c'est quand même un épisode sympathique. À nouveau, toujours aucun épisode que je n'aime pas dans cette série. C'est pas mal du tout. À bientôt pour le prochain. Ciao!